En attendant, je vais juste te dire une chose par rapport au cinéma. Vous évoquez les groupes Medvedkin. Il faut savoir que dans Partisan, on trouve la matrice de ce que sera le groupe Medvedkin, avec le manifeste pour un cinéma parallèle, qui est signé par Jean Carta et d'autres personnes. Donc l'idée de faire un cinéma en dehors du système contre la censure, que va pratiquer après, Chris Marker, est déjà dans Partisan, dans le numéro dont parlait Julien, en fait, de 61. Ça s'appelle pour un cinéma parallèle. Le manifeste, il est signé de manière anonyme. Il est, publié de manière anonyme. Mais on trouve cette idée déjà, en fait, d'un cinéma qui est fait en dehors du système. Autour d'un film qui s'appelle J'ai 8 ans, qu'on retrouvera avec Jacqueline Mépiel, Yann Lemasson, donc des gens qu'on retrouvera dans Loin du Vietnam, dans les groupes Medvedkin, etc. C'est une petite parenthèse, mais qui est en rapport avec ça. Donc de toute façon, j'avais prévu de faire un petit... je vais déjà décrire un petit peu la façon dont ça va s'agencer. Donc de vous montrer aussi une incarnation visuelle de ce que ça a été que l'esprit, la constellation tricontinentale, à travers des posters. Donc je vais donner quelques petits éléments. Donc la revue, elle n'est pas immédiatement à Cuba, la revue tricontinentale. En fait, elle va prendre un petit peu de temps. Au début, c'est un bulletin de liaison. Et ensuite, elle va se développer. Elle va paraître de manière régulière. Sinon, on peut laisser comme ça, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Donc à chaque fois, en fait, l'idée, c'était d'avoir sur la partie gauche, là, ça met toujours la diapo suivante ici. Mais normalement, c'était ça. Voilà. Donc l'affiche tricontinentale, avec le sigle de l'OSPAL, donc l'Organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, avec toujours cette espèce de dynamisme qui est incarné par le globe, donc quelque chose qui est tournant, qui est toujours en mouvement, et l'arme qui est brandie. Donc tout à l'heure, on demandait aussi par rapport à l'Inde. Je pense que la tricontinentale, comme l'avait expliqué Gérard Chalian, c'est aussi la constellation révolutionnaire du tiers-monde. Donc l'Inde, à l'époque, est vue comme un État justement qui essaye d'être dans une constellation plutôt des non-alignés. Et on est en pleine guerre du Vietnam, avec vraiment une importance considérable qui est accordée, qui fait la jonction entre les Vietnamiens, les Chinois, c'est le Vietnam. Donc on met en avant toujours cet élément en fait qui est lié à la fois à la figure du partisan et aussi de la lutte armée, du guerriero, du combattant et du marron aussi, puisqu'il y a cette circulation continue. Donc pour les posters, il faut savoir que la tricontinentale, il y a une partie de cinéma, donc j'en parlerai pas brièvement, même s'il y a quelques affiches de films, mais le poster a été vraiment, l'affiche politique tricontinentale a été un élément majeur d'information, de propagande de la tricontinentale. Donc je renotais ce que vous avez dit, Marianne, il dit pour l'idée de propager, c'est vraiment cette idée de circulation, de propagation, et très vite, les artistes cubains comprennent qu'il faut vraiment avoir un graphisme vraiment très travaillé, soigné, avec un vrai savoir-faire. Et au même titre que l'affiche polonaise, il y avait récemment une exposition, d'ailleurs, à la BDIC, à laquelle a participé notamment Julien, ici, sur le catalogue, qui mettait en rapport donc, la grande tradition de l'affiche des années 60-70, et avec les Cubains. Les Cubains ont joué un rôle important, au même titre que les Polonais, que aussi il y avait de très bons graphistes et designers à Prague. Donc ça va être vraiment un moyen de communiquer au-delà même de la constellation politique, au-delà même de la question de l'alphabétisation, parce qu'à l'époque, il y a une idée de diffuser de manière massive cette imagerie, cette iconographie de la tricontinentale. Donc on doit avoir un poster qui est immédiatement visible et immédiatement lisible. L'un des... si vous voulez, le directeur artistique de la revue, il faut savoir que la revue cubaine sera accompagné chaque numéro d'un poster. Il faut savoir que les questions d'alphabétisation dans le monde arabe, dans certaines zones d'Afrique, ne sont pas complètement résolues, même en Afrique du Nord aussi, bien sûr. Donc le poster, l'affiche politique, va être un moyen de sensibilisation extrêmement, extrêmement important. Et souvent, les textes, en fait, on les retrouve des fois dans des revues comme Souffle, dans Révolution africaine, Agustín Nieto, les textes aussi... bien sûr de Ben Barka, les textes de Che Guevara, d'Ho Chi Minh, mais ce qui va faire vraiment l'identité, ce sera aussi l'identité visuelle de la tricontinentale. Quand on voit vraiment, on pense tricontinentale, cette espèce d'aspect aussi avec des couleurs particulières, un son, une esthétique vraiment tropicale, vraiment, vraiment singulière, propre aux Cubains, et ben, ce sera vraiment, vraiment mené par l'affiche politique. Donc Alfredo Rosgard, en fait, sera le chef département, le directeur artistique, le chef du département graphique de la revue tricontinentale. Je rappelle aussi que Osmani Cienfuegos, qui est bien sûr en lien avec Camilo Cienfuegos, fera partie aussi de l'OSPAL, et c'est le frère. Et il va autoriser, en fait, une grande innovation. Alors, à l'époque, la référence soviétique, alors je ne sais pas, il y a d'autres spécialistes, ou Gabriel
Et par exemple dans la salle, donc je parle comme on dit sous contrôle, mais là, on est en pleine époque un petit peu de glaciation au niveau de l'esthétique. On a un petit peu oublié les années 20 et les innovations, ce qui allait dans les années 50 et 60. Je parle en fait dans le tiers-monde, parce que très souvent on a des éléments qui sont extrêmement critiques vis-à-vis de ce modèle. Je ne parle pas de la tradition des années 20, bien sûr, et des constructivistes, mais des attaques contre une forme de modernité, contre, si vous voulez, un retour un peu, une sorte de réalisme. Et donc, pour les Cubains, il y a beaucoup d'artistes qui vont vraiment vouloir avoir vraiment une idée de cannibaliser un peu le pop art et même des formes américaines, comme l'art psychédélique. Donc, on trouve des fois des rencontres qui sont très intéressantes. Il y a aussi un élément qui est très important, et Rosgaard en est l'incarnation, c'est le concept de Ortiz qui s'appelle la transculturation. Donc, la transculturation, et Rosgaard lui-même a des origines à la fois suédoises, donc africaine, cubaine, espagnole. Donc il est aussi vraiment l'apôtre de cette transculturation esthétique. Et il va vraiment, dans un aspect extrêmement offensif, vouloir s'approprier des formes qui sont celles du pop art, qui sont contemporaines. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a aussi beaucoup de liens. Il y a eu des liens donc, qui sont connus entre, je ne vais pas les rappeler ici, entre les États-Unis et Cuba, la manière, donc c'était vu comme une colonie nord-américaine, mais il y a aussi des artistes qui ont travaillé dans des agences américaines et qui vont ensuite se mettre au service de la Révolution. Donc ça, c'est assez peu connu, donc c'est pour ça que j'en parle ici. Donc je vais donner la parole tout de suite à ce directeur artistique, donc Alfredo Rosgaard, de l'Afrique continentale, et qui définissait en fait l'affiche cubaine, son but. Donc lui, ça a été vraiment un artisan. On va voir pas mal de posters qui ont été conçus par Rosgaard. Donc il est très bien placé pour pouvoir définir et préciser le but de l'affiche cubaine. Donc de l'affiche cubaine précontinentale. Le succès des affiches cubaines à cette époque réside dans un traitement sans préjugés. Donc on trouve vraiment une espèce de grand pragmatisme, de faire feu de tout bois, donc on prend des formes. Ça sera là aussi la même chose dans le cinéma, on n'hésite pas à faire un détournement, donc ça peut sembler un peu connoté de manière un peu situationniste, donc je ne vais pas faire d'anachronisme, mais il y a vraiment cette idée de faire feu de tout bois, d'utiliser des images, de les recomposer. Et ça, je fais une petite peut-être parenthèse très brève, donc Marie Chaumineau, une historienne du cinéma, a montré que pendant la guerre d'indépendance algérienne, l'aspect visuel du FLN et du GPRA avait consisté aussi à vraiment être dans une optique qui consiste aussi à utiliser tous les supports possibles, à avoir vraiment ce pragmatisme. Donc, pour Rosgaard, en fait, il explique que tout était en rapport, donc les affiches étaient en rapport avec les thèmes issus de la Révolution, mais il fallait créer un message qui soit le plus efficace possible avec très peu de ressources matérielles. Donc ça, c'est vraiment les transpositions dans le champ esthétique des idées de la guérilla, qui consistent à utiliser, en fait, un armement réduit, donc puisque souvent on verra l'image aussi de la caméra ou du stylo ou du pinceau comme une arme, pour maximaliser, en fait, les effets. Et il ajoute en disant, donc les graphistes avec lesquels j'ai collaboré n'avaient pas tous la même formation. Certains étaient autodidactes, d'autres avaient étudié aux États-Unis. La plupart d'entre eux sortaient des écoles de dessin et de peinture. Nous souhaitions tous élaborer un message facilement compréhensible pour l'interlocuteur, en cherchant ça et là tout ce qui pouvait nous aider à atteindre un tel objectif. Quelle est l'essence de l'affiche cubaine? Des coloris audacieux, libres et sans préjugés, des formes graphiques directes et surtout l'impression en sérigraphie, qui va de pair avec un choix de couleurs restreint, des aplats et des contours noirs bien délimités. Au niveau du contenu, l'affiche est toujours porteuse d'un message qui a pour fonction de communiquer les grandes informations du pays et de réunir la population. Alors, elle ne fait pas la promotion d'une lessive ou d'une marque de cigarettes quelconque, mais, même pour les affiches de cinéma, mais on trouve une nécessité d'attirer le regard par des langages graphiques qui interpellent par leur expressivité et leur qualité visuelle. Donc déjà, cet élément vraiment d'expressivité, de qualité visuelle est très important, tout en s'imprégnant de la réalité politique, sociale et culturelle. Et c'est de cette manière que l'affiche cubaine a réussi à tisser un lien fort avec les masses. Donc il y a vraiment une diffusion. L'idée donc de l'organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, les artistes ont vraiment pris en compte cette idée de diffuser de manière massive par un procédé qui est certes un peu artisanal, qui est la sérigraphie, mais vraiment d'avoir une circulation. Alors je vais maintenant
montrer un panorama d'affiches. Donc ça, c'était un timbre-poste qui a été fait qui a été conçu par rapport à une affiche. Donc c'est celle initiale avec de nouveaux coloris. Donc c'était sur la conférence tricontinentale de La Havane en 66 à Cuba. Ensuite, donc, alors, voilà, là il y a une affiche de Triste Mémoire qui date de 1942, qui est une affiche complètement impériale. On voit donc cette idée impérialiste avec un côté extrêmement massif. On a l'impression que c'est des pierres, que c'est des êtres qui sont complètement figés, qui sont même gravés dans une espèce d'immobilité complètement massive. Et pour l'OSPAL, donc il y a eu ce rappel important qu'à chaque fois, les 4 langues étaient donc l'espagnol, bien sûr, l'anglais, le français et l'arabe. Donc, on retrouve là, avec sous une forme photographique, l'idée donc d'associer le globe, les 3 continents et le fusil. Ça, c'est une autre affiche de Rosgaard qui date de 1969, avec cette idée aussi d'interchangeabilité et aussi d'échange, de connexion entre 3 potentialités des 3 continents, 3 figures en fait, réunies aussi autour du guerriero. On parlait tout à l'heure du constructivisme. Il y a cette idée aussi donc de jouer avec les rouges et le noir, et ça me semble dialoguer avec les travaux par exemple de Lissitzky bien sûr des années 20, avec l'idée d'orienter le regard, de jouer sur les contrastes aussi, et de créer un grand dynamisme. Donc là, on voit, c'était une mobilisation pour les places de les fameux, le 26 juillet, donc le mouvement de naissance du mouvement cubain, avec l'idée aussi de la réunion sur la place de la Révolution. Ensuite, il y a aussi cette idée qui est quasiment existentielle, où c'est une question d'existence. Donc, il vaut mieux donc ne plus être que de cesser d'être révolutionnaire, avec vraiment le verbe être qui est vraiment mis en exergue comme une identité, comme aussi vraiment une nécessité vitale. Et aussi un jeu sur les contrastes, sur les volumes. On voit que le cerf est mis vraiment en exergue et en relief par le volume des caractères. Donc c'est cette idée vraiment d'existence, d'affirmation d'une existence. C'est par la libération tricontinentale, par une forme de révolution par rapport à une constellation impériale et coloniale que l'on existe véritablement. Et à chaque fois, dans les affiches, on voit ce dynamisme est créé par une émergence vraiment, et c'est une question de visibilité. Quand on parle de visibilité, il faut penser aussi à l'invisible, et donc il y a une figure qui s'efface, et qui est celle de Mehdi Ben Barka, et c'est une affiche qui a été créée pour commémorer justement la disparition. Donc là, on voit plusieurs volets avec une progressive disparition, comme à chaque fois un volet nous menait à une disparition. Et il faut savoir, on n'a pas dit aussi que c'est peut-être assez que cette disparition, quand on voit ce qui se passera ensuite en Argentine dans les années 70, en Uruguay, au Chili et au Paraguay aussi, on en parle moins en France, dans d'autres endroits. Donc là, ça va vraiment être aussi cette action de disparition. Los desaparecidos va avoir une importance complètement capitale. Et ensuite, donc là, c'est notre manière de jouer sur la visibilité avec un fond d'ombre et le visage. Donc là, on voit qu'il y a un recadrage. Les lettres sont apparues en grand. Il y a un recadrage au niveau du visage et aussi un jeu entre visibilité et invisibilité, entre présence et absence. Alors l'idée, il y a un paradoxe constant qui va irriguer les images, c'est qu'à la fois, c'est une organisation des peuples et à la fois, on met en avant des leaders. Mais vous remarquerez que très souvent, on met en avant des leaders qui sont des leaders disparus ou des leaders qui ont atteint la maturité comme Ho Chi Minh, et juste après sa disparition, il y aura aussi un processus d'affiche. Pareil pour le Che ou Lumumba. Très souvent, et bien sûr Ben Barka, donc on met souvent en avant des figures de disparus qui servent à unifier. Et donc on a à la fois cette identification précise à travers une figure de leader et aussi une figure de guerriero anonyme, ou en tout cas montrée comme telle, une figure populaire. Alors ensuite, très souvent, il faut savoir que l'idée aussi des posters et des affiches de la tricontinentale, c'est de créer du lien, de créer des connexions. Des connexions qui ne sont pas évidentes, parce que vous aviez évoqué ce matin aussi les problèmes de communication et les difficultés de communiquer.
Et donc voilà, c'est aussi cette idée de réunir, de créer vraiment une constellation du tiers-monde, des non-alignés puis les tricontinentales, quelque chose qui est, au début, il peut avoir une forme de méconnaissance, d'histoire oubliée, et c'est tout à fait volontaire. On avait voulu effacer ces connexions, et il va falloir donc les retisser. Et à gauche, donc on voit la figure à nouveau de Ben Barka, qui est indiquée par son nom, donc c'est devenu un nom, une trace et un message. Et ensuite, on voit donc un symbole, alors on ne le voit pas très bien, je suis désolé. Donc c'est une affiche qui a été faite, en fait, si vous voulez, pour célébrer la disparition de Ben Barka. Donc là, on voit donc cette figure qui va rattacher en bas, ici, l'Amérique latine, avec une ébauche en bas à gauche d'art précolombien. À droite, une affiche, donc la statuaire africaine, et en haut à gauche, une représentation asiatique. Donc là, on voit la manière dont on crée ce lien entre les trois continents et à travers une figure de Ben Barka qui sert d'unificateur. Alors là, on voit à nouveau, bon, c'est pour donner un exemple un peu des couleurs et de l'audace visuelle, une photo d'un Che que j'ai appelé un Che irradiant, à nouveau d'Alfredo Costa, de Rosgard. Donc là, on voit aussi une grande audace visuelle, avec des couleurs qu'on pourrait presque qualifier de psychédéliques, en tout cas très inattendues. Et là, ça c'est une affiche d'un film. Donc il faut savoir qu'il y a assez peu de films de l'Ospal et de la Tricontinentale, mais il y a souvent les films de Santiago Alvarez, qui va être le grand cinéaste documentariste de la solidarité. Donc il y aura des liens avec Chris Marker, puisque dans La bataille des 10 millions, il y a des images de Santiago Alvarez. Et il y aura beaucoup de circulation. Dans les groupes Medvedkin, on voit à un moment donné aussi un extrait d'un film et d'une musique de Santiago Alvarez. Donc ça, c'est une affiche qui a été créée à nouveau par Alfredo Rosgard et qui a été donc conçue. Alors là, on voit vraiment un côté pop art et une sérigraphie, avec un procédé qui est tout à fait comparable à ceux d'Andy Warhol, même si justement il s'agit de retourner les faits. Et là, on voit donc le recadrage de la célèbre photographie de Corda, avec des couleurs, donc des couleurs vives, et c'est Hasta la Victoria Siempre, c'est un film qui a été fait très très vite, juste après la disparition de Che Guevara. Santiago Alvarez a dû, en quelques jours, boucler ce film, qui est un film hommage, mais à chaque fois, dans leurs affiches comme dans les films, il ne s'agit pas de faire un hommage figé, un hommage solennel, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui renaît souvent. Il y a un film qui s'appelle 79 printemps, donc c'est l'idée de printemps sans cesse renaissant, de renouvellement. D'où les couleurs. Les couleurs, elles sont là pour montrer que ça vibre encore, que ça vit, que ça s'agite. Donc le film 79 printemps, à nouveau Santiago Alvarez, qui est aussi un des grands films de l'Ospal, un des 3 ou 4 films de l'Ospal officiellement constitués, et donc qui est dédié à la figure de Ho Chi Minh, avec, vous voyez, une végétation, un coloris qu'on peut trouver aussi tout à fait en liaison avec la zone tropicale, en fait, avec la zone antillaise et caribéenne. À chaque fois aussi, on voit souvent l'association d'une figure de leader à un continent ou un espace géographique. Donc très souvent, bien sûr, c'est le Che pour l'Amérique latine, avec cette espèce de démultiplication de la photographie, comme si, de manière posthume, le Che se démultipliait et se répandait sur toute la zone, le sous-continent latino-américain. Là, donc, c'est aussi l'association de Lumumba à l'Afrique, avec une affiche de Rosgard, à nouveau. Et ensuite, donc, Acela Pérez, cette fois, c'est sur l'Amérique latine, comme si l'Amérique latine brandissait un fusil, le fusil de la libération. Ensuite, donc, on voit une affiche du Tricontinental, de la couverture d'un numéro Tricontinental, avec l'arc-en-ciel, un fond vert, et aussi donc le Che, et Ho Chi Minh, et cet arc-en-ciel qui fait une liaison. Il y a un troisième visage entre les deux. Entre Ho Chi Minh et la silhouette du Che. Est-ce que c'est pas Lumumba? C'est possible, mais elle n'est pas assez bonne définition pour qu'on puisse le distinguer. Ouais. Donc Lumumba en plus. Donc on voyait donc les 3 figures, merci pour ce rappel, donc de Lumumba et du Che et d'Ho Chi Minh. Et une autre affiche, aussi qui était cette fois
à l'arrière de Tricontinental, de la revue. Et il faut savoir que là, on voit ici une spécificité française, c'est que dans la revue de François Maspero, très souvent, en fait, il ne reprenait pas ce côté graphique. C'est une revue qui ressemble aux chants traditionnels, comme Esprit ou comme Les Temps modernes. Mais tout cet aspect graphique, en fait, il ne le reprend pas. Mais je pense qu'il était présent dans la librairie, quand on voit les documentaires de l'époque, on voit qu'il y avait les posters de la Tricontinental dans la librairie Maspero. Donc une affiche, et très souvent donc on voit aussi une volonté d'aller à la fois dans le passé et dans le présent. Et là donc on voit une statuaire, donc c'est une affiche pour l'Angola, avec une grenade qui est placée donc en haut sur la tête. Donc très souvent, alors ça se décline en Afrique, en Amérique latine, sur le front. Ça se décline énormément. Cette idée à chaque fois d'utiliser l'histoire, c'est comme si l'histoire était vue comme une espèce de guérilla perpétuelle et de grande résistance. Donc là on voit aussi la statuaire africaine avec une affiche de solidarité avec le Zimbabwe. Et à nouveau, donc, on voit une arme moderne qui est associée à la statuaire et à l'affiche. Et derrière, on voit le sigle de l'OSPAL. Guatemala, donc là, on voit une représentation de type précolombienne avec à nouveau une arme qui est associée, une arme moderne, bien sûr. Et c'est décliné encore. Alors là, c'est carrément un fond avec toute une série d'armes qui sont en arrière-plan avec ces deux figures. Donc une affiche de solidarité avec l'Amérique latine. Donc ça c'est une affiche donc, qui comporte une certaine abstraction, un aspect assez symbolique et un grand dynamisme avec aussi comme un record de mouvement en fait. Hein, c'est quasi cinématographique, ça donne l'œil est attiré vers cette idée de tous contre le Vietnam. Quoi. Il y a une espèce de convergence vers le haut qui se fait, une élévation. Une affiche de Gladys Acosta pour l'Afrique, donc l'Afrique comme ça, qui est un événement contondant, tranchant, qui va briser les barbelés. Mais de quelle année c'était? Elle est de 73. Donc on a déjà diffusé, n'est-ce pas? Oui. On a Là, diffusé, là c'est la Guinée-Bissau avec une espèce de... On croirait que c'est comme une sortie d'un cartoon américain ou d'une bande dessinée, des couleurs comme ça, comme ce serait un Bang dans Batman ou dans ce genre de comics américains. Sauf que là, c'est au service de la Guinée, donc la Guinée-Bissau. Et il y a écrit aussi, bon, et le Cap-Vert, avec, en fait, quand on voit, les lettrages sont constitués de mitraillettes, de pistolets mitrailleurs. Alors, solidarité mondiale avec la révolution cubaine. Encore une fois, on détourne l'imagerie, là, de manière explicite, avec cette espèce de rayon, il n'y a pas d'autre mot, qui semble aussi sorti d'une bande dessinée. Cette esthétique est celle de la culture populaire des années 60-70. Mais c'est pas Flash Gordon ou Batman, cette fois, c'est Cuba qui retourne donc l'imagerie. Alors je vais accélérer un petit peu parce qu'il reste que 2-3 minutes, voilà. Donc cette fois, c'est pour le terrain du Proche-Orient, il y a aussi beaucoup d'affiches sur la question palestinienne. On suit aussi pas mal la guerre froide, donc le Yémen du Sud, la Libye. Et cette fois, donc ça c'est une affiche de solidarité avec le peuple palestinien, qui reprend aussi de manière intéressante le regard avec les pistolets. Donc Saint-Domingue avait été évoqué, donc une affiche qui joue aussi sur les contrastes, de manière très intéressante aussi. Le Mozambique, donc encore le peuple en armes, hein, et là, cette fois c'est réduit à l'arme elle-même, le pays en lutte. Donc. Ensuite, donc, on voit une affiche de René Medeiros, qui est carrément des couleurs là qui sont normalement très très chantantes pratiquement, avec à droite donc l'image du peuple en marche, et donc Raúl Castro, Fidel Castro au premier plan, et derrière des Cubains avec le fusil levé, une déclinaison sur le Proche-Orient, avec Afrique, Asie, Amérique latine, aux côtés des peuples arabes. Donc c'est aussi la déclinaison du peuple en marche, de cette image du visage, et puis de tourner le fusil vers le haut. Angola, donc ça on l'a vu. Angola aussi réduit. Donc le Laos, avec à nouveau le combattant. Une affiche, donc Now, de Santiago Alvarez, qui est un film qui a été conçu en solidarité avec les Afro-Américains, et c'est une affiche de Rose Garde. Le Vietnam. À gauche, on a un graphiste des Black Panthers qui s'appelait Emory Douglas, qui, spécialement, pour créer ce lien, avait collaboré avec des graphistes cubains.
même Allende, qui est quand même vu comme une figure parlementaire, d'un grand militant, mais quelqu'un qui est dans le jeu démocratique, et même dans la représentation cubaine, on le montre avec la Kalachnikov en main et levé vers le haut. Et là, c'était, alors pour terminer, juste des déclinaisons dans le cinéma, donc Robert Kramer nord-américain. Donc là, on voit une reprise, donc c'est un film militant lié avec la constellation un peu la New Left américaine, tous ces groupes-là, le Newsreel, avec un hommage carrément direct aussi à la tricontinentale. Un film, Ennis Rour, qui ressort le 15 juin en France de 1974, sur une lutte qui était un peu oubliée, sur une guérilla dans un sultanat, le sultanat d'Oman, dans une région qui s'appelait le Dhofar, près du Yémen du Sud. C'est un film qui avait beaucoup circulé et qui reprend directement les codes de la tricontinentale dans son affiche. Donc la Libye, un Ho Chi Minh revu aux couleurs de la Caraïbe. Et là, voilà. Donc, et du Vietnam aussi, il faut le rappeler. Exactement. L'image du Fedaïn. Donc, cette fois, la brisure, c'est par rapport à l'Uruguay. Un poster aussi assez cinématographique avec donc la solidarité mondiale avec les peuples d'Afrique du Sud, où on voit là donc une illustration de la lutte armée anti-apartheid. Donc je vais terminer comme j'ai largement dépassé le temps et je vous remercie pour votre écoute.